France Info. On parlait autrefois de maisons de retraite, mais aujourd'hui, et tout a bien changé dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Leurs missions ont beaucoup évolué en même temps que les patients qui y sont hébergés. Sauf que les moyens, visiblement, ne sont plus du tout à la hauteur. On parle de maltraitance institutionnelle, dénoncée par des familles, mais aussi par les personnels eux-mêmes lorsqu'ils constatent qu'ils ne peuvent plus faire leur travail correctement, d'où la grève inédite qui a eu lieu le 30 janvier. La prochaine est déjà prévue pour le 15 mars. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis une enveloppe jugée insuffisante, 50 millions d'euros à l'échelle nationale. Et une mission parlementaire a été mise en place pour évaluer la situation dans les EHPAD. Bonjour Monique Iborra. Bonjour. Vous êtes en duplex de France Bleu Occitanie, député La République En Marche de Haute-Garonne, et vous êtes co-rapporteur de cette mission d'information sur les EHPAD. Bonjour à vous Alicia Issaka, Bonjour. directrice générale adjointe du refuge des cheminots. Alors Horizon Solidaire, Oui, c'est tout un à fait. deuxième nom qui est venu s'accoler au premier, association qui est reconnue d'utilité publique et qui gère des maisons de retraite médicalisées qui ne Oui, sont pas réservées aux cheminots. Alors, je le exactement. précise tout de suite. Jean-Pierre Mounet, bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur général de la fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées. 3977, c'est le numéro d'appel national, c'est ça ? C'est cela. C'est le numéro à 4 chiffres gratuit pour les victimes potentielles qui souhaitent appeler à la rescousse par rapport à leur situation personnelle. Alors, quand on parle de maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD, on dit maltraitance institutionnelle. Ça veut dire quoi, Monique Iborra ? Ça veut dire que les personnels ne peuvent pas faire autrement que d'avoir des comportements maltraitants envers les pensionnaires ? Écoutez, la mission que je mène là est en prolongation de la première mission que j'ai menée, la mission Flash, et qui en effet avait pour but de faire un diagnostic. Ce diagnostic, quand je l'ai fait, eh bien, il y a eu un certain nombre de constats qui ont montré en effet que l'organisation des EHPAD aujourd'hui n'était plus en adéquation avec les personnes qu'elle recevait. Et de ce fait, en effet, l'action publique, l'action politique, les financements n'ont pas suivi cette évolution et donc, de mon point de vue, on peut plus parler d'une organisation qui n'est plus adaptée plutôt que d'une maltraitance réelle. En tout cas, D'accord. ce sont des dysfonctionnements dont les personnels ne sont pas évidemment responsable, parce que dans ma deuxième partie de mission que je mène aujourd'hui, dont je rendrai un rapport le 14 mars à l'Assemblée nationale, j'ai fait 15 déplacements. Je suis allée également aux Pays-Bas, je suis allée au Danemark et j'ai vu que le modèle aujourd'hui des EHPAD n'était plus le modèle qui convenait en effet de développer. D'accord. Alors, simplement sur ce terme, qui est employé quand même aujourd'hui, maltraitance institutionnelle, je le redis, Jean-Pierre Mounet, que pensez-vous de ce mot ? Est-ce qu'il est adapté selon vous ? Est-ce que c'est excessif ? Alors je pense que je vais aller dans le même sens que Madame la vice-présidente des affaires sociales sur ce sujet, puisque nous, sur environ 12 330 appels par an que nous avons et que nous avons traités, on ne peut pas parler de la force j'allais dire des dysfonctionnements institutionnels, puisque par rapport aux personnes âgées, sur à peu près 2550 situations préoccupantes, les institutions ne représentent que même pas la moitié, même beaucoup moins, 30% des appels que nous avons. Le principal est malheureusement, j'allais dire dans tous les cas, de la maltraitance au domicile des personnes âgées. D'accord. Alicia Issaka, dans les EHPAD qui sont gérés par le refuge des cheminots, je crois que vous accordez pas mal d'importance au lien social. Tout à fait. Ouais. Alors, moi, je préfère pas parler de maltraitance, mais plutôt de bientraitance. Ouais. Nous, effectivement, le lien social est très important pour nous, puisque notre association a 2 branches.
Donc nous gérons des EHPAD et nous avons également des comités qui s'occupent en fait de se rapprocher des personnes isolées pour leur proposer des activités. Et donc on gère vraiment le lien social au niveau du domicile, mais également en EHPAD. D'accord. Et donc en EHPAD, ça change vraiment la donne, ça? En EHPAD, ça Est-ce change que c'est quelque chose qui manque par ailleurs, d'après vous? Le lien social, les Oui, activités? oui, mais alors ça, c'est lié vraiment au manque de moyens qu'on D'accord. peut avoir. Nous, on met en place de la bientraitance, enfin, on essaye de la mettre en place. Maintenant, il est vrai que quand on a une animatrice pour s'occuper de 100 résidents, la prestation ne peut pas être individualisée. Donc, on fait de l'animation en masse. Alors, on demande beaucoup à nos aides-soignants, enfin, à toute la filière soignante, d'être active et de proposer des animations. Il faut dire que c'est des personnes qui sont courageuses, elles aiment leur métier, en tout cas je parle pour nos EHPAD, elles sont bienveillantes, mais on est souvent confrontés, enfin elles sont confrontées au manque de moyens, elles n'ont pas assez de temps pour faire bien leur métier. Alors, ces dysfonctionnements dont on parlait, que vous évoquiez, Monique Iborra, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que ça donne au final des mauvais traitements physiques, psychologiques? Monique Non, je Iborra. pense que honnêtement, l'organisation aujourd'hui fait que les personnes qui arrivent n'ont pas le choix d'ailleurs d'y arriver, contrairement à ce qui existait dans les maisons de retraite antérieurement, où on pouvait choisir en effet que c'était le lieu où on voulait aller. On n'est plus du tout là-dessus. Aujourd'hui, une grande majorité de personnes, une majorité de personnes arrivent à 85 ans, on n'est plus sur le 65 ans, arrivent avec des maladies, arrivent surtout, et en France on n'en parle pas beaucoup, contrairement à ce qui se passe dans les pays nordiques, arrivent surtout avec la maladie d'Alzheimer. Oui. Et évidemment, à partir du moment où on a dans un même lieu cet ensemble de personnes, eh bien il est évident que on ne peut pas se référer à un modèle, le modèle de l'hôpital, parce que c'est pas le modèle auquel il faut se référer, mais on a quand même besoin de médecins et on a en même temps à gérer une fin de vie. La réalité, c'est ça. Et donc, avec un contexte affectif très important et un relationnel qui doit être tout à fait particulier. Donc la vie a beaucoup évolué, les patients ont beaucoup évolué, et le système, lui, n'a pas changé, ce qui fait qu'il est aujourd'hui inadapté. On va poursuivre dans une seconde. Monique Iborra, Alicia Issaka et Jean-Pierre Mounet, juste après l'info qui arrive. France Info. Le système des EHPAD en plein dysfonctionnement, système inadapté par rapport au public et aux patients qui sont accueillis aujourd'hui, d'où la première grève des personnels d'EHPAD, c'était le 30 janvier, la prochaine est prévue le 15 mars. Nous en parlons avec nos invités, Monique Iborra, co-rapporteur de la mission d'information sur les EHPAD, Alicia Issaka du Refuge des cheminots Horizon Solidaire et Jean-Pierre Mounet, directeur général de la Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées. Les personnels, les directeurs qui sont passés ici dans le 12-14 de France Info nous ont dit que c'était vraiment tout le système qu'il fallait remettre à plat, qu'aucune rustine financière ou autre ne fonctionnerait au stade où on en est. Vous êtes d'accord avec ça, Alicia Issaka? Oui, tout à fait. Je pense que ce que disait Madame la députée est très vrai. Aujourd'hui, les résidents arrivent dans nos EHPAD. Enfin, on est là pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Ils arrivent à un âge assez avancé. Et aujourd'hui, on nous demande d'être des hôpitaux, en fait. Oui, ce qui n'est pas dans vos pas compétences de base, c'est pas dans nos compétences, ni dans votre mission au départ. Et voilà, et on n'a pas les moyens. Donc je pense qu'il faut réformer tout le système et aider les professionnels à faire leur métier comme il doit être fait normalement. Jean-Pierre Mounet, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, totalement. Et d'ailleurs, nous avons fait un communiqué de presse il y a une dizaine de jours, et puis il y a 15 jours, pour aller dans le sens des réclamations des directions d'EHPAD et des personnels, dans la mesure où ce que ils nous sont avons, victimes nous, aussi d'une certaine manière. Oui. Ils sont victimes aussi d'une certaine manière, ces personnels. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, on ne met pas le point sur l'essentiel. C'est l'humanitude, j'allais dire, de leur travail, et ils ont que des complications de l'ordre du matériel qui ont quand même, qui sont importantes.
Mais nous, dans ce qu'on reçoit, dans les appels, c'est bien tant les familles que certains personnels qui nous appellent dans le cadre des maltraitances qu'ils ont l'impression de faire subir aux personnes âgées ou voire les personnes handicapées. Monique Iborra, c'est vrai que ça aussi, hein, on nous l'a dit ici, hein, les dépressions, burn-out qui se généralisent parmi les personnels des EHPAD. Est-ce que vous le constatez au fil de votre mission ? Oui, bien sûr, je le constate, évidemment. Donc, il y a bien un problème de moyens et d'effectifs qu'il ne faut pas nier. Mais au-delà de ça, il s'agit bien de remettre tout à plat. Moi, je suis persuadée qu'il faudra le faire et qu'on aurait dû le faire antérieurement, ce qui n'a pas été fait. Il faut remettre tout à plat, y compris pour le financement, mais y compris aussi sur le regard que porte la société en France sur les personnes âgées. Encore une fois, l'expérience que j'ai vécue au Danemark et aux Pays-Bas est de ce point de vue-là tout à fait différente. Donc c'est bien un problème, non seulement un problème de moyens, et je ne veux pas le nier, mais il y a aussi un problème de prise en charge globalement d'une manière beaucoup plus positive que ce que nous faisons aujourd'hui du vieillissement. Alors, Dernière chose, oui. On ne développe pratiquement pas aujourd'hui, d'une manière très timide en tout cas, toutes les actions de prévention, parce qu'il faut, en effet, nous allons vivre de plus en plus longtemps. Le problème, c'est d'arriver à vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Et là, nous avons besoin à la fois et des médecins et également de tous ces professionnels, des sociologues, des personnes qui sont plus sur le relationnel, dans un contexte qui est réellement très affectif. Et donc, après l'émotion, nous sommes en train de la vivre, après l'émotion, il faut vivre la réflexion. Je vais essayer modestement de donner un certain nombre d'éléments le 14 mars. Oui. Et puis, il faut l'action, parce qu'en effet, il faut que les pouvoirs publics, il faut que le gouvernement, il faut que la société prennent en charge ce vieillissement, entre Alors guillemets, justement, parce que nous sommes tous Monique concernés, Iborra, nous serons tous concernés. le lien entre les générations, Thomas Negaroff va nous en parler, qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Hercine. On a commencé à s'intéresser à la solidarité entre générations en France il y a quoi, une trentaine d'années à peu près ? Oui, environ. Hein, les parents de la génération des baby-boomers entraient alors dans la vieillesse. C'est vraiment un moment de bascule dans l'histoire démographique de la France. La question de la solidarité intergénérationnelle se pose avec une grande acuité, d'autant que le vieux modèle, vous savez, les 3 générations qui vivent sous le même toit, appartient au passé. À l'époque, au milieu des années 80, 5 millions de personnes ont alors plus de 65 ans et dans les grandes villes, 20 à 30% d'entre elles vivent seules, d'où une belle idée lancée en mai 1987. Il y a la fête des mères, pensez-y, c'est dans 15 jours. Il y a la fête des pères, il y a désormais celle des générations. Aujourd'hui, conjuguer les âges à tous les temps, lance l'association Génération. Mais attention, dit-elle, ce n'est pas une nouvelle journée des grands-mères ou du 3e âge. Vous, moi, eux, nous devons faire tomber les barrières de l'âge et nous occuper des plus vieux d'entre nous. C'est la fête des générations, c'est les gens qui doivent se retrouver, les jeunes et les moins jeunes qui se retrouvent. On se retrouve à la mairie. Je vais dire simplement que s'occuper des personnes âgées aujourd'hui, c'est s'occuper de nous demain. Oui, mais alors cette fête des générations, Thomas, elle s'est pas vraiment imposée dans le calendrier. Ben non, j'en ai guère trouvé de traces les années suivantes. En revanche, l'explication, je l'ai peut-être trouvée dans des propos de la grande Françoise Dolto, tenue la même année, 1987, dans une émission de France Culture, Les Voix du Silence, produite et animée par Antoine Spire. On est donc le 9 mai 1987. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine façon que c'est un mauvais point, pour le moins, pour notre culture, que de marginaliser ces vieillards? Et qu'est-ce que ça signifie psychanalytiquement, cette mise à l'écart? La peur, chez les adultes. Chez les adultes, c'est la peur de la vieillesse et le fait qu'ils n'ont pas, justement, au moment de l'adolescence, fait cette évolution qui est de devenir les égaux de ses parents et quand ils vieillissent, savoir les materner d'une façon qui n'est pas humiliante pour eux. Donc on ne saurait pas se comporter avec nos parents devenus vieux. En tout cas, c'est ce que pense Françoise Dolto, la peur de notre propre vieillesse, et on l'a entendu, notre impréparation à devenir les parents de nos parents. Et 30 ans plus tard, dans une société qui magnifie la jeunesse et cache de plus en plus la vieillesse et qui fantasme même la vie éternelle, rejetant donc l'idée de la mort, on a le sentiment que ce constat est encore plus actuel qu'il y a 3 décennies. Thomas Negaroff, merci, et merci à nos invités évidemment, Monique Iborra, Alicia Issaka, Jean-Pierre Merci. Mounet dans le 12-14 de France Info aujourd'hui.